Dernière partie donc de la grande table, Caroline Brouet. Dernière partie et suite de cette journée spéciale de France Culture, vous l'avez dit Antoine, sur les routes de l'exil. Un voyage qui n'est pas seulement géographique mais aussi temporel, et c'est bien pour cette raison que pour notre dernière partie du jour, nous avons choisi à ce moment de la journée de faire une escale dans le temps, d'interroger les permanences et les ruptures dans l'histoire des migrations internationales en compagnie d'une historienne. Bonjour Nancy Green. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste de l'histoire comparée des migrations contemporaines. Et pour vous interroger aujourd'hui autour de la table avec Antoine Mercier, nous avons proposé à notre invitée de première partie, l'écrivaine Leïla Sebar, de rester. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais que nous distinguions deux aspects avec vous, Nancy Green. Le premier, ce serait, disons, la question historiographique. Comment on fait l'histoire de cette histoire, vous qui travaillez sur l'histoire des migrations. Et puis la deuxième est bien entendu plutôt de l'ordre du présent, c'est-à-dire la place des migrations dans l'histoire, au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire des migrations, comment appréhender notre présent. Mais d'abord, avant de poser ces deux types de sujets, j'aimerais vous poser une question personnelle. Comment êtes-vous venu, vous, Nancy Green, à faire de ce sujet des migrations votre sujet d'histoire ? Je pensais que vous vouliez savoir comment je suis venue en France, parce que je suis effectivement moi-même immigrée. Je suis venue pour faire des recherches doctorales, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir... au début, j'ai travaillé sur l'immigration juive vers Paris, de l'Europe de l'Est, au début du XXe siècle. Et il m'est apparu assez vite, et pour mes travaux suivants, l'importance de faire une histoire comparée des migrations, puisqu'on peut expliquer certains facteurs à certains moments pour certains flux migratoires. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un phénomène de plus longue date qui continue, on voit bien, et qui a des similarités dans le temps et dans l'espace qui sont intéressants à interroger, aussi bien que de comprendre les spécificités de chaque moment et de chaque type de migration. Est-ce que c'est possible de dater l'histoire de la migration? Est-ce qu'on est capable, quand on est un historien, de dire, eh oui, les premières migrations ont été à telle époque? Bon, on date bien des vagues migratoires, si on peut dire, et puis on sait bien que parfois les gens, il y a des véritables chaînes migratoires, et même je pense qu'aujourd'hui on voit ce qui est en train de se passer en partie, c'est aussi les gens qui se communiquent entre eux et qui disent voilà, c'est le moment de passer par ici ou passer par là. Donc il y a des véritables informations qui créent ces vagues. Mais on peut voir dans le temps les moments quand les Allemands, les Suédois sont arrivés aux États-Unis, quand les Juifs et les Italiens sont arrivés. On connaît des grandes vagues d'immigration. Mais avec ces chaînes migratoires, on se demande quand même toujours qui était le premier et comment ça s'est passé. Donc on essaie de savoir par l'histoire aussi, la micro-histoire. Mais on peut avoir, et on a des historiens d'immigration, ont travaillé sur des différents moments où différents groupes sont arrivés pour différentes raisons. Depuis, surtout, on a beaucoup travaillé sur le 19e et 20e siècle. Et donc il y a, mais ce qui est vrai, pour revenir à un des points que vous avez soulevé, il y a une historiographie qui a aussi son propre timing. C'est que, en fait, ça fait depuis la fin du XXe siècle qu'on commence en tant qu'historien, de vraiment travailler sur ces questions migratoires. Aux États-Unis comme en France, peut-être un peu plus rapidement aux États-Unis, mais le sujet est venu vraiment, on peut dire, des années 1960-70 pour essayer de faire ce regard rétrospectif sur les groupes qui ont aidé à construire les pays que nous connaissons aujourd'hui. Antoine Mercier. Oui, est-ce qu'en général, on parle souvent pour les minorités persécutées qui entraînent des migrations. Ici, est-ce que pour le cas syrien, on n'a pas tout de même quelque chose d'un peu exceptionnel où c'est pratiquement l'ensemble d'un pays, les forces vives d'un pays qui en viennent à quitter ce pays? Est-ce que ça, ce n'est pas particulier? Non, c'est vrai que ce qu'on vit et ce qu'on voit est tout à fait étonnant et spécifique, et pour des historiens aussi, de voir en fait devant nos yeux par les médias, de pouvoir voir ces flux migratoires en marche. Mais il y a eu beaucoup de périodes antérieures où il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Tous les Syriens ne sont pas partis,
et ils l'ont fait par étapes parce qu'il y a aussi une historique de ce qui est en train de se passer. Mais il y a aussi des périodes antérieures où il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, peut-être pas dans un laps de temps aussi court, mais où on a eu aussi une confluence entre questions de réfugiés, questions de migrants. Par exemple? On peut parler au 19e siècle déjà des migrations de 1848. Il y a eu beaucoup de départs de l'Europe qui étaient liés à la fois à la répression des révolutions de 48. Il y a eu à la fin du 19e siècle, il y a eu des Juifs qui fuyaient des pogroms en Russie. Après, il y a eu les Arméniens après le génocide. Donc, il y a des moments où il y a eu déjà beaucoup de réfugiés et qui sont partis sans l'organiser. Et la grande question, c'est aussi aujourd'hui les types d'organisations qui sont possibles pour accueillir. Mais je dirais c'est aussi une histoire de l'accueil aussi bien qu'une histoire des départs. Leïla Sebbar. Oui, moi je pense que on pourrait rappeler la question palestinienne à propos de réfugiés, à propos de migration, même si c'est une migration dans le pays d'à côté, hein, sur la terre la plus proche. Et peut-être que c'est parce que c'est sur la terre la plus proche que les conflits sont les plus graves. Hein, oui. On peut penser ça. Oui. Et ça me paraît... Enfin, il me semble que c'est une des migrations importantes du XXe siècle, en tout cas. Je suis entièrement d'accord. Et il y a ce qui est... Et une question pour aujourd'hui, il y a des camps de réfugiés qui existent et persistent pendant des décennies. Et c'est vrai, en Thaïlande, il y a dans les frontières, il y a des endroits, et le cas palestinien est certainement un de ceux qui est le plus visible, de ceux qui persistent. Donc, se pose de vraies questions de comment les gens partent, où est-ce qu'ils vont, comment ils arrivent à vivre ensuite pendant de très longues périodes dans les conditions de entre deux. Mais Nancy Green, ça c'est typiquement quelque chose que l'historienne que vous êtes, quand vous dites que vous faites l'histoire comparée des migrations, oui. C'est typiquement un sujet ou un objet d'étude. Vous travaillez sur les groupes, vous travaillez sur les points de départ, les points d'arrivée et ce voyage que nous essayons de faire radiophoniquement aujourd'hui. Vous travaillez sur les individus. Comment travailler quoi? À partir de quoi? Pour les historiens, on n'a pas toujours selon des époques, on n'a pas tout l'audiovisuel mouvant aujourd'hui. On a à la fois des photos. On voit des réfugiés espagnols qui ont traversé la frontière vers la France dans les années 30. Donc on a des images qui sont très parlantes. On a les statistiques des entrées, les statistiques des départs, donc on peut avoir des éléments factuels venant des archives classiques, mais on a aussi beaucoup travaillé sur l'histoire individuelle, sur les mémoires, sur l'histoire orale, sur les romans qui sont en fait des témoignages absolument importants. Donc on a effectivement une variété de sources historiques qu'on peut interroger, mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui devant nos yeux ce qui se passe, c'est vrai qu'on se dit comment c'était aussi pour les autres avant. On voit les gens traverser les frontières et la détresse de le faire. On le connaît dans les romans, on connaît parfois ce moment de passage des frontières, l'angoisse et Donc, il y a des témoignages qu'on peut utiliser pour le passé, aussi la presse, mais c'est vrai aujourd'hui, on a d'autres formes de témoignages qu'on voit devant nos yeux. Pour rester un moment sur cette historiographie, Nancy Green, vous disiez tout à l'heure que ce qu'on a appelé la question de l'immigration avait pris la forme d'une découverte dans les sociétés européennes au cours des années 1970. Est-ce que le fait de penser l'immigration comme un phénomène permanent ou bien temporaire, ça change quelque chose au regard de l'historien? Le temporaire ou le permanent, la plupart des historiens pensent que c'est très difficile de faire une distinction entre ce qui est temporaire et ce qui est permanent, historiquement parlant, comme je dirais pour les catégories réfugiés et migrants, si dans le long terme, des réfugiés deviennent aussi des migrants, dans le sens où ils s'installent en fin de parcours. Mais la question de comment penser l'immigration entre le temporaire et le permanent,
Abdelmalek Sayad avait dit lui-même que l'émigré devient immigré, l'immigré était un émigré, c'est que ceux qui partent vont finalement s'installer quelque part, et donc on peut pas dire et on peut pas toujours savoir à l'avance qui va rester, qui va retourner, et je pense il y a un écho de ça aujourd'hui où on a l'impression aussi que les Syriens qui étaient dans les camps en Turquie ou en Jordanie et pensaient en fait pouvoir retourner chez eux. Il y a toujours une période d'incertitude où on fuit et on pense qu'on va pouvoir retourner, que ça va s'arranger, que finalement, quand il y a un sens ça ne peut pas se faire, donc on continue la route. Donc la route n'est pas linéaire et il y a beaucoup de zigzags. Il y a des haltes en route et il n'y a pas une notion toujours absolue dès le départ que c'est pour toujours. Même ceux qui sont démigrés pour de très longtemps peuvent penser qu'ils vont retourner chez eux un jour. C'est pour ça que c'est difficile de travailler sur des groupes et des grands mouvements puisque chaque individu a sa propre histoire et ses propres causes de départ, même si on trouve des permanences. Leïla Sebar. Oui, une question qu'on peut se poser, c'est de même qu'on parle de buts de guerre, quels sont les buts de ces migrations? Est-ce que on peut voir des récurrences dans ces buts-là, ou est-ce que ils sont différents suivant les peuples? Nancy Green. Je pense qu'il y a des moments où les gens partent pour une variété de raisons, ou des raisons qui sont entremêlées. Ça peut être une situation de guerre, ça peut être une situation de famine, ça peut être des situations de questions très individuelles d'ailleurs aussi. Là, je ne parle pas des causes, je parle des buts. Mais ils sont liés. Puisque s'il y a une question qui n'est pas résolue chez soi, le but peut être de trouver un meilleur système politique ailleurs, une meilleure situation matérielle ailleurs. Donc je pense que les buts sont liés avec les questions de départ. Mais je pense que les buts peuvent aussi changer dans le temps. Et c'est ça où les gens ils vont évoluer, évoluer, c'est peut-être pas le bon mot, mais qu'il va y avoir une transformation dans même ce qu'ils pensent qu'ils vont faire dans le temps. Mais je pense que c'est très difficile. Et pour aussi rebondir, je pense que c'est vrai, s'il y a des questions individuelles qui sont au centre de ces choix, et quand on voit des images des gens qui partent en sachant qu'ils viennent ou seuls avant éclaireur, ou avec toute leur famille avec eux, avec les conséquences que ça peut induire pour la route, pour le voyage, pour tout ce qui est à traverser la frontière. Tout ça, c'est lié, il me semble, à la fois les choix individuels, tout le monde ne parte pas, mais comment les gens perçoivent leur but et comment est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir le réaliser. Je pense que c'est très très complexe. Antoine. Chaque situation effectivement particulière, même individuelle, et cependant, en tant qu'historienne, avec l'ensemble des connaissances que vous avez, est-ce qu'on pourrait établir malgré tout une typologie et peut-être des tendances qui lieraient précisément les causes du départ et la manière dont ensuite les choses se passent? Nancy Green. Mais c'est vrai qu'à posteriori, c'est l'avantage des historiens, on sait où les gens sont arrivés et dans quelle mesure ils s'installent ou non. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut connaître à travers l'histoire. Ce qui est très important dont on parle pas autant, c'est aussi la politique d'accueil. Mais enfin, si, on en parle parce que c'est l'objet de ce que l'Europe est en train d'essayer de décider aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que les possibilités de pouvoir aller quelque part ne sont pas illimitées. Et donc, dans le temps, on peut avoir des raisons diverses de départ, mais il faut que ça colle, si on peut dire, avec les possibilités de pouvoir arriver. Et c'est ça ce qui change beaucoup. Et les pouvoirs publics vont aussi faire des distinctions, parfois sémantiques, mais qui correspondent à ce qu'on imagine sont des différences. Donc, un grand exemple assez connu des années 80, c'était la distinction faite entre Cubains et Haïtiens aux États-Unis. Pour des raisons de politique et de guerre froide, les immigrés cubains étaient accueillis comme réfugiés politiques. Les Haïtiens qui fuyaient aussi un régime de Duvalier qui était dévastateur, néanmoins étaient définis comme migrants économiques et n'avaient pas du tout le même accueil. Tout à l'heure, Nancy Green, vous nous parliez du moment où cette question de l'immigration est arrivée dans les sociétés européennes. Est-ce que vous dateriez de la même époque le moment où cette histoire de l'immigration est devenue un souci politique
ou bien ça c'est beaucoup plus vieux, on peut le dater du début du XXe siècle, des années 30. Comment dater cela, et du point de vue de l'histoire également, parce que je pense à un livre qui a marqué les esprits, en tout cas parmi vous, les historiens, qui est le livre de Gérard Noiriel, Le Creuset français, au milieu des années 80, qui retraçait cette histoire de l'immigration au 19e et au 20e siècle. Est-ce que ce livre a coïncidé avec un moment politique où vous avez constaté un changement de regard politique sur les immigrés? Je pense que c'était aussi un moment où les historiens de l'immigration, c'était un livre très important, et c'était un moment où les historiens de l'immigration étaient concernés par un discours politique qui, en France, qui montait la question immigrée en problème. Et surtout de la part de l'extrême droite. Donc c'était effectivement un moment où il fallait d'une certaine manière répondre à cela. Mais il y avait eu une tendance longue, je dirais, que je vois aussi aux États-Unis, qui était aussi, c'est un moment où il y a commencé à avoir une espèce de réveil de l'intérêt pour les origines, pour d'où viennent des gens, de voir que les sociétés étaient beaucoup plus diverses qu'on imaginait, et que la façon d'expliquer ça, c'était de remonter l'histoire des immigrés, que ce soit en France, aux États-Unis, et de comprendre que, en fait, même les sociétés qu'on pensait peut-être homogènes ou qui ne l'étaient pas, ou qui étaient à l'origine, il y avait beaucoup plus de variété dans ceux qui sont venus, et que ça, il fallait l'étudier, l'écrire au point de vue d'historien. France Culture, la grande table. Caroline Brouet. Nous sommes avec l'historienne spécialiste de l'histoire comparée des migrations contemporaines Nancy Green, autour de la table avec Antoine Mercier, l'écrivaine Leila Sebar. J'aimerais, Nancy Green, qu'on en vienne donc à la situation présente, puisque, pour reprendre les termes du directeur de recherche au CNRS, historien lui-même, Denis Péchanski, dans le journal La Croix, qui est notre partenaire pour cette journée aujourd'hui, il dit « L'histoire permet d'éclairer les mécanismes à l'œuvre dans le présent ». Alors vous avez commencé tout à l'heure de nous répondre en nous disant à quelle situation historique vous fait penser, ou pas du tout au contraire, ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que dit également Catherine Witold de Wanden dans ce journal La Croix, c'est que nous assistons aujourd'hui en Europe au plus grand mouvement de réfugiés depuis 1945. Donc est-ce que ça veut dire que aujourd'hui on est face à un phénomène migratoire exceptionnel ? Je pense que les questions, et ça mérite en fait des vraies histoires comparées dans le détail, pour aussi regarder du point de vue des mouvements des gens, comment ils ont fait ces mouvements, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des masses de gens qui sont partis, qui sont des personnes déplacées, ceux qui ont survécu à la guerre et qui sont essayés de rentrer chez eux. Il y a des moments, donc, quand le mur de Berlin est tombé, et qu'il y a eu aussi, et juste avant et juste immédiatement après, avant qu'ils savaient que les frontières allaient être libérées, il y a eu aussi des masses de gens qui sont partis et qui sont allés beaucoup vers l'Allemagne. Donc il y a des moments qui existent et qui méritent une plus grande étude. Même ce qui m'intéresserait sur les logistiques, comment est-ce qu'on gère logistiquement des gens qui veulent partir de où ils sont et aller ailleurs. Alors, évidemment, il y a maintenant les commissions, les comités qui aident, il y a des associations qui aident aussi, mais je pense que c'est une vraie question. Alors, est-ce que on peut dire que il me semble qu'il y a quelque chose de spécifique qui est en train de se faire. En même temps, il y a, pour moi, c'est un peu peut-être le problème de l'historienne qui voit que d'ici 100 ans, ça représenterait quoi? On peut pas, il est difficile de voir. Est-ce que les gens vont rester coincés pendant des années dans les camps, dans les camps de réfugiés, les camps de réfugiés en Turquie, en Jordanie, au Liban, il y a différentes formes d'insertion déjà à l'œuvre, mais ce sont des grandes questions. Dans quelle mesure, ce qu'on oublie trop souvent, c'est comment, quand les gens sont arrivés dans les moments précédents, combien il y a eu aussi des refus. Ça c'est une histoire. Et ça, c'est une histoire qui est trop peu
rappelé. C'est pas que ce n'est pas connu. Mais on oublie combien des Italiens, les Polonais, dans les années 20-30, même s'ils étaient invités en France pour des raisons de travail, n'étaient pas aimés, qu'il y a eu Il y a toujours eu un partage entre hospitalité et rejet, d'une certaine façon, c'est ça. Mais le discours sur le droit d'asile en France restait a bien résisté, le discours, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et là, ça fait triste de voir combien cette notion est en difficulté aujourd'hui. Vous avez utilisé le mot spécifique, donc je m'engouffre dans la brèche. C'est ça ce que vous voulez? Je m'engouffre dans la brèche pour que vous nous disiez ce qui vous apparaît, même si l'histoire ensuite fera son temps, ce qui vous apparaît aujourd'hui spécifique dans ce mouvement migratoire. Je crois que c'est la compression dans le temps et l'espace et de voir comment les migrants sont en mouvement. Il y a une chose qui est fascinante, c'est l'usage des technologies pour aider les parcours, puisque le passage de l'information au sein des gens, enfin, entre les gens qui bougent, il y avait des lettres autrefois. Et souvent, je dis, oui, les lettres par rapport au courriel, c'est juste que c'était plus lent. Mais là, on voit en temps réel comment les gens peuvent se passer les informations sur quelle route prendre, où les blocages se font, et puis essayer de se rediriger vers d'autres lieux. La grande question, c'est peut-être aussi les blocages à l'arrivée. Et c'est ça ce qui crée autant de problèmes que les gens qui sont en route. S'il n'y avait pas de frontières comme telles qui sont construites, il n'y aurait pas le même type de problème. Et comment dans chaque pays, il y a des interprétations ou des visions de ce qui doit être bloqué ou pas. Il faut pas oublier que la question des migrations est beaucoup une question encore une fois, de l'accueil politique et l'accueil effectif, logistique aussi. Leïla Sebar. Oui, je reviens en arrière à propos de spécificité. Je voulais savoir s'il y a justement une spécificité dans la migration après les décolonisations concernant la France. Ça me paraît une question importante, puisque c'est absolument lié. Et si vous ne l'aviez pas posé, Leïla Sebar, je l'aurais fait. Vous avez devant vous quelqu'un qui est un peu minoritaire dans la profession, dans le sens où je pense qu'il est clair qu'il y a une spécificité de l'immigration postcoloniale et d'ailleurs précoloniale des colonies en France, qu'on peut comparer par exemple avec la Grande-Bretagne, ce qui implique aussi des comparaisons des différents modes de colonisation en amont, et ça c'est tout à fait important. Je crois qu'une des questions, c'est de quelle génération on parle et pendant combien de temps est-ce que les spécificités d'un moment donné durent et peuvent expliquer aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont expliqués dans la société française contemporaine par le passé colonial et en même temps la question du présent et comment, à deux générations après, quelles sont aussi les conditions à ce moment-là qui peuvent aussi expliquer certaines choses. C'est une vraie question de interprétation de période. Et je pense qu'il y a, alors effectivement, les États-Unis, on peut dire, on n'a pas eu de colonie officielle de la même sorte. Le Porto Rico, qui est aujourd'hui, il y a aussi des questions des migrants portugais vers le continent, si on peut dire, ou ceux qui vont à New York ou ailleurs. Est-ce qu'on peut comparer? Et de certaines manières, oui, on peut comparer et il y a eu des chercheurs qui ont voulu comparer aussi la façon dont les portoricains sont allés à New York et les Nord-Africains sont allés dans l'Hexagone. Ça suffit pas toujours pour comprendre combien le passé colonial a ancré certaines attitudes et qui ont des relents 2-3 générations après. Ça, je pense, est quelque chose de tout à fait important. On peut aussi poser la question, le rapport des États-Unis avec le Mexique, qui est en fait la grande question de l'immigration aux États-Unis aujourd'hui est celui des Mexicains. Et on voit ça même dans la campagne présidentielle, la façon dont Donald Trump a parlé des Mexicains utilise cette question-là. Non, Sigrid, puisqu'on en est aux comparaisons, je voudrais relever quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui
peut peut-être sembler contradictoire ou en tous les cas paradoxal. Vous avez dit d'un côté que il y avait une constance dans l'histoire, dans le discours de réception qui est aussi bien un discours d'hospitalité qu'un discours de rejet. Vous avez parlé de la constante du rejet, du refus des terres dites d'accueil. Et puis de l'autre côté, vous avez dit, aujourd'hui, en tous les cas en France, ce droit d'asile est mis à mal. L'esprit a changé. Si on pense aux vagues migratoires, disons, des 50 dernières années, après la décolonisation d'un côté, mais aussi les victimes du communisme, où d'ailleurs l'Europe était pas seulement terre d'asile, mais terre de départ, comme nous le rappelait Jacques Rupnik il y a quelques semaines à ce même micro, les Chiliens, les boat people, etc. L'Europe telle qu'elle est encore aujourd'hui était une terre d'accueil. Est-ce que vous diriez que l'esprit a changé? Et dans quel sens, si l'esprit a changé? J'entends moins la phrase. C'était quelque chose que même quand je lisais les documents historiques sur les migrations pour une grande partie du XXe siècle, on l'entendait dans le discours des politiques ou les discours officiels. Simplement, on l'entend moins et on voit un pays confronté à un grand pourcentage de chômage, à des difficultés de différentes sortes et à une peur de l'extrême droite qui fait que on veut plus proférer en fait cet idéal qui pourtant résiste. Ça résiste dans quelques phrases des hommes politiques, ça résiste auprès des associations. C'est un peu décevant, pour le dire, de voir dans quelle manière la France, de toute façon, n'a pas l'air d'être une destination dans les migrations actuelles. Mais c'est depuis un certain temps que Calais, c'est pour aller en Angleterre. Pour quelle raison, selon vous? Chômage et accueil. Accueil considéré comme pas très accueillant. Et c'est ça ce qu'on entend, ce qu'on voit dans les entretiens avec des migrants ou même ceux qui demandent pour aller ailleurs, migrants ou réfugiés, que c'est considéré comme être difficile de pouvoir rester en France. À ce propos, le discours ambiant, si je puis m'exprimer ainsi, compare souvent une immigration passée facile, intégrée, car elle aurait été justement européenne et chrétienne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grèce même, à une immigration actuelle plus difficile, car venant d'Afrique du Nord ou subsaharienne et musulmane, du Maroc, de l'Algérie, du Mali, du Sénégal ou d'ailleurs. Est-ce que, Nancy Green, on a des éléments pour étayer ou pour contredire ce discours dans l'histoire? C'est un discours récurrent. La distinction entre les anciens qui marchaient bien, les anciens qui s'intégraient bien, et les nouveaux qui s'intègrent pas. On l'a entendu aux États-Unis par rapport aux Allemands et aux Scandinaves qui étaient venus, ou Irlandais qui étaient venus au 19e face à des nouveaux venus qui étaient des Juifs, des Italiens, des Polonais, des gens des Balkans. Au début du XXe siècle, on se considérait étaient franchement inassimilables. Voilà. Après, ceux-là sont devenus assez assimilables. Et après, il y avait des Latinos ou les Asiatiques. Il y a toujours en France aussi cette distinction qui est faite et que je pense est historiquement finalement fausse. Blowing in the Wind, chanson de Bob Dylan dans la version de Stevie Wonder. Les deux dernières strophes, vous nous avez bien précisé les choses, Nancy Green. Pourquoi ce choix et pourquoi les deux dernières strophes? Je pense qu'il parle de la situation toujours actuelle. C'était une chanson anti-guerre comme d'autres de l'époque. Et en même temps, il a, d'une part pour moi, même cette image de Blowing in the Wind parle beaucoup de décrire en fait les migrants sur les routes aujourd'hui comme hier. Donc je pense que le thème même, c'était pas ça ce qu'il voulait dire, mais je pense que c'est ça. Et puis bon, il y a tout le thème des difficultés de s'installer finalement. Merci beaucoup, Nancy Green, d'être venue au micro de la Grande Table aujourd'hui. Merci beaucoup, Leïla Sebar, de nous avoir accompagnés depuis midi. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Henri Leblanc et la collaboration de Camille Ferret. Bien sûr, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Culture. Retrouvez sur notre page toutes les références bibliographiques et musicales et tous les liens vers la réécoute. À la réalisation aujourd'hui, c'était Philippe Baudouin. À la technique, c'était Alexandre. Donc, surtout, restez à l'écoute. La journée
sur les routes de l'exil continue. Elle continue tout de suite d'ailleurs avec le dictionnaire intime de l'exil et Atik Raimi.